Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira pour cette nouvelle année. Bonne année Kira, bonne année 2026. Bonjour Sid, bonjour tout le monde. Je vous souhaite également également une très bonne année, une bonne santé, que tous vos vœux et tous vos souhaits se réalisent sur cette année 2026 qui commence fort, on va dire, et qui permet également d'envisager le meilleur en tout cas. Donc je te souhaite bien sûr une bonne année également. Et bonne année à toi aussi. On se souhaite aussi une bonne année à la taverne du gamer, à tous nos auditeurs. Une petite nouveauté en plus, cette année on devrait être diffusé à la radio, dans une radio locale à Caen. Donc on peut dire aussi coucou à nos nouveaux auditeurs. Bonjour tout le monde, donc vous allez devoir nous supporter peut-être quelques temps à divaguer sur les jeux vidéo et la culture pop. Alors, est-ce que tu as passé de bonnes vacances, Kira ? C'est important de se le dire, de bonnes fêtes et de bonnes vacances. Exactement, j'ai passé de très bonnes vacances, c'était une très bonne fin d'année, assez dense comme d'habitude sur la partie travail, mais j'ai amorcé pas mal de petites choses pour démarrer sereinement 2026, donc oui, c'était une bonne fin d'année. J'ai été voir des films, j'ai été voir Avatar au cinéma, que j'attendais beaucoup, que j'ai adoré, mais je ne sais pas si je vais faire une chronique dessus. Pour la simple et unique raison, c'est qu'une chronique sans spoiler, c'est compliqué. Et comme tu le sais, nous, on spoil pas. Donc, c'est assez difficile. Je retourne voir le film une deuxième fois la semaine prochaine. Donc, potentiellement, je ferai peut-être quelque chose derrière, mais ça reste au conditionnel. Ok. Derrière, j'ai pris des bonnes résolutions pour cette année. J'ai dit que j'allais... Alors déjà, j'arrête le café parce que ça m'évite d'être trop au taquet. Non, j'ai dit que j'allais écluser mon backlog qui commence à déborder dans tous les sens. Donc j'ai fait le jeu Dispatch qui est sorti l'année dernière. Très bon jeu, ça sera d'ailleurs mon test de la semaine prochaine. Et là, je suis actuellement sur Tales from the Borderlands, donc que je n'aime pas. Clairement, je m'ennuie énormément. C'est du jeu narratif à la Telltale, mais vraiment je suis attaché à aucun personnage et tout, et je le continue juste pour avoir le platine gratos, je te le dis, c'est juste pour ça. Je suis pas un complétionniste, mais sachant que je suis à plus de la moitié du jeu, je me dis tant qu'à être en galère, autant quand même qu'il y ait une petite carotte à la fin, donc plutôt que de la sentir dans le fondement. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de beau pendant les vacances ? Pendant les vacances, j'ai terminé Ghost of Yotei, que j'ai platiné aussi, donc j'ai débloqué tous les trophées du jeu, et ça tombe bien puisque je crois qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui. J'ai quasiment terminé Metroid Prime 4, et aussi j'ai fait un marathon Stranger Things, donc j'ai fait 3 saisons là en 2 semaines. Donc c'est très cool, je suis très content, et je crois aussi on va en parler aujourd'hui, donc ça tombe très bien tout ça, je trouve. Oui, parce que c'est le moment d'attaquer le sommaire. On va faire notre petit top 5 de nos attentes de 2026. C'est vrai qu'on nous l'a beaucoup demandé sur les réseaux sociaux et c'est l'occasion d'échanger un petit peu là-dessus. Carrément. Moi, je vais parler d'un jeu que j'attendais beaucoup et qui est un peu en difficulté, qui s'appelle Mudang Two Hearts. Donc, je ferai un petit point sur ce jeu-là juste derrière. Au niveau du test, c'est toi qui t'y colle cette semaine, c'est Ghost of Yotei. Et au niveau du sujet hors sujet, on va parler de Stranger Things. Enfin, moi, je vais vous parler de Stranger Things, de la saison 5, mais pas que. J'ai décidé d'aborder cette série sous un autre angle. Donc, ça sera un petit point Stranger Things. Trop cool. Et je pense que ça va être une très très belle émission. Comment nos auditeurs peuvent nous retrouver, communiquer avec nous, suivre nos actus, tout ça. Alors, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, où vous avez accès donc à tous les canaux de la Taverne du Gamer, bien sûr. Vous avez le site internet, latavernedugamer.fr, où vous pouvez écouter les podcasts directement via le lecteur du site web. Et également, vous pouvez communiquer avec nous via le petit formulaire. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. C'est l'assurance pour vous de passer pendant les émissions. Et on est ravis d'échanger avec vous, en tout cas. Et les 5 étoiles sur les applications de podcast, quand même, on va gratter un petit peu. Ça peut être une bonne résolution, ça. Si vous n'avez pas encore mis 5 étoiles à nos épisodes, sachez que vous pouvez le faire sur les applis de podcast. Et j'allais dire qu'en description de l'épisode, vous retrouvez tous les liens, le site web, nos 2 comptes Twitter que vous pouvez suivre, donc Twitter/X, Facebook, Insta, etc. Donc pour nous retrouver, c'est très simple. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour là pour cette reprise. Kira, est-ce qu'on a omis quelque chose ? Non, on a été un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est normal. C'est la reprise. La reprise. Des nouvelles personnes nous écoutent, donc c'est le moment de présenter un petit peu notre façon de fonctionner. Et encore une fois, bienvenue à toutes et tous. Générique, et on se retrouve juste après pour les actualités de la semaine passée.
nous l'avez beaucoup demandé, nos attentes pour l'année 2026, et je pense que c'est le bon moment, hein, l'année commence. Donc on vous a réservé un petit top 5 des jeux que nous attendons le plus cette année, et je te laisse l'honneur, Kira, de nous donner ton top 5, et comme d'habitude, je ne sais pas ton top, tu ne sais pas le mien, et on va le découvrir en direct, et j'ai hâte de savoir. Je pense qu'en tout cas, avant que tu commences, l'année risque d'être très très dense en termes de jeux vidéo, surtout qu'il y a un monument qui sort cette année, donc ouais, je pense que ça va être une grosse année, non ? Ça va être une très grosse année, ça va être très compliqué de pouvoir jouer à tous nos jeux, d'où l'intérêt d'écluser le backlog en début d'année pour justement repartir sur des bonnes bases. En tout cas, mon numéro 5, celui de mes jeux les plus attendus de cette année, s'appelle The Blood of Dawnwalker. C'est un action RPG par les créateurs par d'anciens créateurs de The Witcher 3, où on va suivre un vampire en fait dans un Europe de l'Est médiéval. C'est totalement ma cam et totalement mon genre de jeu. Les images de gameplay que j'avais vues m'ont beaucoup emballé et j'ai hâte d'en voir plus. On l'avait vu, c'est vrai, récemment. Je crois qu'on en avait parlé parce qu'il nous avait fait un petit peu de l'œil lors d'une grosse conférence. C'était pas Summer Game Fest. Ouais, c'est possible. Moi, j'avais dit Game Awards, mais t'as raison, c'est peut-être plus vieux. C'est plus vieux, ouais. Mais dans l'ambiance, comme tu disais, gothique, Angleterre et tout. Enfin, vampire. Ouais, voilà, c'est vraiment notre cam. On est tous les deux des gros amateurs de Vampire la Mascarade. Et avec des choix de narratifs en plus, donc on pourrait être à la fois quelqu'un de sympa ou une ordure, donc c'est plutôt cool. Ouais, il y a vraiment une vibe de Vampire la Mascarade et bon top 5. Je suis plutôt chaud aussi, bien qu'il ne soit pas dans le mien. Mon top 5, je suis certain qu'il n'est pas dans le tien, en tout cas c'est sûr. Le numéro 5, c'est Pragmata pour moi. Tu m'étonnes qu'il n'est pas dans le mien. Et j'aime bien... quand on en parlait, je sais plus quand, où je te disais que c'est une grosse année Capcom. En tout cas, pour moi, c'est vrai que j'attends beaucoup de choses chez Capcom, et dans mon top, il y a d'autres jeux. Des microtransactions, peut-être peut-être des lootbox ou autres. Mais dans Pragmata, je ne sais pas. Enfin, quoi, il y en a toujours un petit peu dans les jeux. Même Resident Evil 4, par exemple. Il y en a dans toutes. Dans Remake, qu'on a adoré. Dans Dragon's Dogma aussi, c'était même un peu scandaleux d'ailleurs, où tu pouvais acheter des consommables in-game en fait. Ouais. Voilà, ça c'est un peu dommage. L'avantage c'est que c'est facultatif, mais ça a un peu la crotte de nez quand même qui vient entacher l'image de Capcom. Ouais, pareil, dans Devil May Cry, il y a ça. Enfin, donc, ouais, c'est de coutume, donc il faut s'y habituer. Et donc, Pragmata, c'est cet univers science-fiction où on a un binôme. D'ailleurs, il y a la démo que j'avais testée il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'avait bien plu. Je crois que c'est dans une avant-dernière émission ou quelque chose comme ça. Et c'est surtout la promesse d'un gameplay atypique où on est sur un jeu de tir, un TPS, donc, où on a la caméra est derrière le personnage et on tire. Et en même temps, il faut se servir de la petite fille qu'on a sur le dos qui, elle, sert à faire du hacking, donc qui permet de faire tomber les défenses des ennemis pendant qu'on leur tire dessus. Donc moi, c'est vraiment au travers de cette promesse de gameplay que le jeu m'attire. Et je crois que de mémoire, c'est prévu pour avril, donc tout bientôt, Kira. Ça approche tout à fait juste après Resident Evil, donc ça va vraiment se chevaucher. Exactement. Ton top 4. Mon top 4, du coup, c'est Resident Evil 9. Tu vois, belle transition. Moi, c'est mon top 3. Voilà, jeu que j'attends beaucoup. Je l'ai beaucoup attendu. Je l'ai un peu moins. Je l'ai beaucoup attendu. Je l'ai un peu moins attendu suite à une deuxième bande-annonce qui m'avait un peu déplu dans le gameplay. Et c'est vrai que la dernière bande-annonce m'a plutôt rassuré. J'avais peur de ce côté chat et à souris qu'on joue dans tous les Resident Evil depuis quelques années maintenant. Mais a priori, ça a l'air plus équilibré avec une partie avec Léon. Donc, à voir. Donc oui, il est 4e parce que les 3 jeux d'avant sont des gros mastodontes. Moi, c'est mon top 3. Donc, j'en parle maintenant, mais moi aussi, j'étais pas rassuré au début. Comme toi, les derniers trailers m'ont rassuré. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté finalement de regarder. Je crois qu'il y a encore un trailer là qui est sorti récemment. Je l'ai pas regardé non plus. Ouais, voilà. À partir du moment où c'est bon, je sais que le jeu, je vais l'acheter. Toi, tu l'as déjà préco, il me semble. Oui. On va se lancer, c'est sûr. Je garde, moi, des petites appréhensions sur la nouvelle formule de Resident Evil, à savoir la vue FPS, tout ça. La promesse aussi d'un retour à Raccoon City qui sera peut-être que nostalgique, à voir comment ça va être traité. Enfin, il y a encore des points d'interrogation, mais bon, un Resident Evil, on est tous les deux fans, donc on peut difficilement passer à côté. Oui, c'est clair.
Donc mon top 4, parce que ça c'était mon top 3, et j'ai quand même un top 4. Donc essayez de tenir quand même le rythme. Moi c'est Elliot, The Adventure of Elliot, The Millennium Tales. Je sais pas si tu te souviens de ce petit jeu. Je sais pas. C'est pas un jeu en 2D HD, un peu comme Dragon Quest et tout. Là, exactement. Ouais, c'est un jeu en 2D HD. Donc HD 2D, peu importe. Donc ce qu'on appelle HD 2D, c'est un jeu à l'ancienne. Il faut imaginer les vieux Zelda sur Super NES, etc. Avec des pixels et tout. Ouais, mais tout ce qui nous entoure, c'est en HD avec un bel effet de profondeur, donc les décors, etc. Un côté diorama un peu. Et complètement, et qui donne un petit côté un peu 3D, mais sans lettres. C'est assez beau à regarder. Et les développeurs derrière ce jeu, c'est la team Asano. Hein, c'est Tomoya Asano lui-même qui a fait Octopath Traveler & Co. Et moi, c'est pas de jeu rigolo. Ouais, je suis vraiment fan de ce qu'il fait. Octopath Traveler, c'est incroyable. Live Alive, ça l'est aussi. J'avais parlé de Bravely Default, qui est un très grand RPG pour moi. Et ce jeu, ce qui me plaît, c'est qu'on se détache un peu du côté RPG pour aller plus dans l'action, aventure, comme l'est un Zelda à l'ancienne. Et pareil, il y a une démo qui est dispo sur Switch que j'ai vraiment adoré, donc c'est une grosse attente de mon côté. Ok. Top 3, on connaît déjà le mien. Alors mon top 3, c'est James Bond. First Light, le prochain gros projet de jeu. IO Interactive. Donc ce projet m'intéresse pour deux raisons. Déjà parce que c'est la licence James Bond qui est une licence de cœur, que ce soit au niveau du cinéma ou du jeu vidéo pour moi. Une de tes préférées, non? Une de mes préférées, tout à fait. All time. Oui, tout à fait. Ça, il n'y a pas de débat. J'étais en train de me faire un top de mes sagas de films préférés. Elle est dans le top 5. Alien est premier, non? Alien est premier. Il est au coude à coude avec une autre vieille série de films, Retour vers le futur. Donc voilà. Donc les deux sont très proches. Hein, je t'avoue, au coude à coude. Un coup c'est Alien, un coup c'est Retour vers le futur. Mais voilà. Donc forcément, IO Interactive, créateur d'Hitman, qui est une saga que j'adore. D'ailleurs, j'ai fait Hitman Absolution, que je l'avais pas fait depuis longtemps. J'ai profité des vacances pour le faire. C'était très cool et je vous prépare un test rétro là-dessus. Et du coup, pour moi, le meilleur de deux mondes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'acteur qui incarne James Bond, c'est l'acteur qui joue le jeune Dexter dans la série Dexter Original Sin. On l'aime bien, il a une bonne tête. Il a une bonne tête, il a une tête à claque, tu sais, le côté James Bond un peu pédant et tout, et c'est ce que j'ai envie de voir, donc c'est plutôt cool. Donc ça a l'air simple, ça va pas réinventer la roue, mais ça a l'air fun, et donc j'ai vraiment hâte de tester. Et beau top 2, 3. Top 3, pardon, que je ne ferai pas. C'est toi qui perds du coup. Ouais, c'est moi qui me perds. Mais moi, vous avez déjà mon top 3. Je pense que tu peux enchaîner directement sur ton top 2, Kira. Alors, mon top 2, c'est Wolverine. Forcément, le jeu que j'attends depuis longtemps. Il va sortir à quelques semaines d'écart avec mon top 1. Je commence déjà à vous utiliser le top 1, donc ça va être compliqué. J'ai hâte, parce que déjà, c'est les créateurs de Spider-Man, parce que Wolverine étant mon personnage Marvel préféré, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, mythologie X-Men, tout ça. Ça a l'air plus violent qu'un Spider-Man, ce qui colle avec l'ADN de Wolverine, donc vraiment, c'est pour moi une de mes plus grosses attentes de l'année, donc ma deuxième plus grosse. J'aime bien qu'il ne l'ait pas édulcoré, en tout cas. Moi aussi, j'avais peur. C'était c'était une crainte tout à fait légitime qu'on pouvait avoir pour justement plaire un plus grand public, etc. Mais non, c'est le trailer qu'on a vu, il tabasse vraiment. Et ça donne très envie. Donc, je comprends ton top 2. Ça n'a pas l'air d'être un open world, ça a l'air d'être des zones ouvertes, ce qui m'arrange également, parce qu'un monde ouvert sur Wolverine, pour moi, ça aurait été quand même un peu un non-sens. Et dans cette... on va dire dans cette époque où l'open world est quand même très très mis en avant tout le temps, et le fait de partir sur des zones beaucoup plus resserrées est très pertinent à mon sens. Mon top 2, c'est Saros. Donc Saros qui est... Ça s'arrose. Saros, elle est pas mal, on la garde. C'est un TPS aussi, donc un jeu de tir plutôt frénétique. TPS, c'est à la troisième personne, on voit le personnage de dos. Ouais, exactement. Et en fait, il y a ce côté aussi un peu mélange shoot 'em up. Donc le shoot 'em up, c'est où on reçoit plein de petites bouboules dans tous les sens qu'il va falloir éviter, etc. Donc c'est un mélange de jeux de tir et de jeux comme ça assez exigeants, basé sur l'esquive et aussi un petit bouclier que notre personnage a dans Saros. Et les deux gros points forts pour moi, c'est l'héritage de Returnal, qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti en 2022, je crois, sur PS5, à peu près au line-up d'ailleurs. Je me demande si je crois que c'est un jeu de à la sortie. Ouais. Exactement. Et aussi le gameplay, du coup, avec cette
cette dimension roguelite. Donc, on va mourir beaucoup, mais à chaque fois, on va revenir de plus en plus fort pour nous permettre d'avancer toujours plus loin dans le jeu. Et le tout avec une direction artistique qui fait pas mal penser à Dune. Donc, c'est un mélange qui me plaît bien. J'aime bien le héros. J'ai beaucoup aimé Returnal. Donc, c'est un top 2 sur lequel je pense que je vais me régaler. Moi, je pense également. Ton top 1, Kira, dis donc. Eh ben, mon top 1, forcément, c'est le jeu de la décennie, peut-être le jeu du siècle, on va dire, GTA 6. Un jeu tellement ambitieux qu'il a été reculé à de nombreuses reprises. Un jeu tellement ambitieux qui défraye un peu la chronique au sein même de chez Rockstar. J'ai d'ailleurs fait, il y a 3 semaines, enfin 2 ou 3 chroniques. J'ai fait un point sur Rockstar d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de revenir un petit peu en arrière. Parce que GTA, c'est un monument, parce que Rockstar est pour moi le seul studio à faire des mondes ouverts vraiment réellement vivants. Quand on voit Red Dead Redemption, par exemple, qui est juste incroyable encore à l'heure actuelle. Le jeu a plus de 5 ans et il est toujours au top du top. Et parce que c'est aussi un GTA qui risque d'être différent des autres pour plusieurs raisons. Déjà parce que Leslie Benzies étant parti, le scénariste attitré de la saga GTA jusqu'au 5 n'est plus. Parce que le cofondateur de Rockstar est parti également. Donc là, c'est un des 2 frères qui gère la partie GTA 6. Et aussi parce qu'on va se retrouver avec un couple de personnages, un petit peu de Bonnie and Clyde, ce qui permettra déjà de mettre l'accent sur le côté féminin du jeu. C'est vrai que GTA a toujours été plus ou moins macho, et les femmes ont souvent eu le second rôle, voire le mauvais rôle dans la plupart de leurs productions, hormis Red Dead Redemption 2. Là, ça permettra, je pense, en tout cas, de faire quelque chose de différent et de faire briller d'autres types de personnages. Et aussi parce que Vice City, c'est Miami. Miami, c'est une ville que je rêve d'aller visiter. C'est une ville que j'avais prévu d'aller visiter cette année, mais choix professionnel oblige, je décale ça à l'année prochaine. Donc voilà, tout ça pour en arriver que GTA risque de mettre une claque à tout le monde. Ouais, ça va être une sortie absolument pharaonique. Ça va éclater les records de vente. Il a déjà pris une quinzaine de prix alors que le jeu n'est pas sorti quand même. Ouais, non, déjà rien que ça. C'est indécent. Après, moi, je suis assez hermétique, j'avoue, à GTA, mais on peut que suivre malgré tout cet événement vidéoludique comme quelque chose d'ultra majeur et peut-être même que ça me fera craquer, je ne sais pas. Mais ouais, ça s'annonce être assez fou. Et ton top 1, qui a absolument rien à voir, c'est une licence vieille de plus de 25 ans qui revient. Presque, c'est ça va faire 25 ans bientôt que Onimusha Warlords est sorti sur PS2. Et donc là, ce sera Onimusha Way of the Sword. Reprise de la série canonique après l'épisode 4 qui date de 2006 même. Et je l'attends comme le Messie. C'est une de mes séries cœur de la PS2. J'ai un attachement tout particulier avec cette saga. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment elle va s'en sortir parce que du jeu de samouraï, entre-temps, on en a mangé beaucoup. Dark Souls est passé par là avec Sekiro & Co. Donc, comment un jeu comme celui-ci va réussir à s'adapter dans l'industrie actuelle, dans le visage... Capcom aussi a beaucoup évolué. Ouais, Capcom évolue et les jeux Capcom évoluent en même temps que le studio. Donc voilà, c'est un énorme défi, je trouve, pour cette saga de revenir avec autant d'années après. Et j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Surtout qu'ils auraient pu jouer la facilité et venir avec un remake du premier, comme ils ont fait pour relancer un petit peu Resident Evil, ou même Dead Rising qu'ils ont relancé via un remake du premier. Là, non, ils partent sur un nouvel épisode. Ils ont sorti des remasters, certes, mais là, ils partent vraiment sur un nouvel épisode de fond en comble, ce qui est à saluer, ce qui est quand même encore trop rare, je trouve. Ouais, ils avaient aussi relancé une petite série Netflix dont on avait parlé qui était très sympathique. Donc voilà, c'est une relance pleine de défis pour la saga, donc j'ai vraiment hâte d'en découdre. Est-ce que tu as des petites mentions, des choses que tu aurais aimé citer que tu n'as pas pu? Alors non, je me suis cantonné au top 5 parce que je veux pas que l'émission dure 3 heures, tu vois, je suis sympa. T'as raison. Surtout qu'il y a plein d'autres très très grosses sorties, Fable, Tomb Raider, Prince of Persia, Control, Star Wars, Co. Qui sont tous dans mes tops. Ouais, grosse année. Moi j'ai A Plague Tale, le spin-off Dusk Bloods de From Software. Enfin voilà, je pense qu'on va très bien manger cette année 2020. On parle également d'une extension de The Witcher 3 aussi. J'ai vu passer ça il y a quelques jours. Donc si c'est officiel, ça voudrait dire qu'il y aura également du Witcher à manger cette année. C'est énorme. Moi j'attends surtout le remake du premier. Ouais, c'est gargantuesque.
Tu voulais nous parler d'un jeu. Je crois que tu as une petite actualité en plus à nous proposer, Kira. Oui, je voulais vous parler du jeu Mudang Two Hearts. Alors, je sais pas si tu te souviens, lors des Game Awards, c'est un TPS, pas Game Awards, du Summer Game Fest, c'est un TPS coréen qui avait été dévoilé chez Xbox, justement. Alors, il a été présenté pour la première fois en 2022. Le nom de Project TH, donc ça commence à dater. Et il a été officiellement annoncé donc comme le nom de Mudang lors du Xbox Game Showcase 2025, donc c'est même pas les Game Awards, tu vois, je lis au fur et à mesure. Le jeu avait fait forte impression chez moi déjà et chez pas mal de personnes, mais pourtant aujourd'hui son avenir semble plus qu'incertain. Pourquoi ? Parce que ces derniers mois, le studio EVR s'est fait très très discret, trop discret on va dire. Autrefois, ils étaient très actifs sur YouTube et Discord et il y a quasiment plus donné de nouvelles depuis septembre 2025. Plus inquiétant encore, plusieurs utilisateurs de X ont remarqué que le site officiel du studio n'est désormais plus accessible, ce qui laisse clairement craindre le pire. Alors, je vais pas vous donner le nom du site coréen, mais selon un site coréen spécialisé dans les startups, parce que le site est quand même assez compliqué, et le capital risque, le studio ne compterait plus que 22 employés en juillet 2025, ce qui représente quand même une baisse de 75% en seulement un mois. De plus, sur Discord, le directeur de projet, habituellement très présent, n'a pu rien publier depuis le 16 septembre, de quoi quand même sérieusement s'inquiéter, d'autant plus que le jeu est initialement prévu en 2026 pour Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Beaucoup comme moi espéraient, on va dire, un descendant spirituel de Splinter Cell. Tu sais, c'était le jeu où on avait un ancien militaire de la Corée du Nord qui avait migré vers le sud et qui était devenu une espèce de privé, on va dire, de mercenaires privés et qui devait protéger une chanteuse de K-pop. Et ce que ça donne envie en vrai. Ça donne envie. Ça m'a fait beaucoup penser à Splinter Cell avec des composantes action-aventure un peu comme Splinter Cell Conviction. Et j'aime beaucoup les jeux coréens, tu le sais. Je trouve qu'ils ont une ADN qui est très très différente des jeux japonais et des jeux occidentaux. Et du coup, ça me tentait pas mal. Donc ça déjà c'est compliqué, et enfin ce qu'il faut rappeler également c'est que le jeu devait sortir directement dans le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass, un accord qui n'était toutefois plus mentionné dans le dernier trailer qui avait été diffusé en juin 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en juin 2025, mon petit Sid ? C'est ça que je me demande. Simplement, c'est Xbox, tu sais, qui a commencé à annuler des projets en pagaille, et donc ils ont annulé le fameux Perfect Dark, le fameux Perfect Dark, pas mal de jeux annexes et tout. C'est vrai. Et du coup, à se demander si ce jeu ne ferait pas partie des malheureux qui en subissent le courroux. Voilà, exactement. Donc voilà, moi en tout cas, c'est un jeu que j'attendais, parce qu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les jeux coréens, j'aime beaucoup. Retrouver une vibe Splinter Cell, c'est quelque chose qui me manque énormément et j'avais vraiment envie de retrouver ça. Donc j'espère en tout cas que c'est quelque chose de ponctuel et qu'ils vont recommuniquer bientôt. Mais pour un jeu qui est censé sortir cette année avec plus aucune trace sur les réseaux sociaux, je t'avoue que ça sent un peu le sapin. Et puis c'est bien d'avoir parlé de ce jeu juste après notre actualité d'avant, enfin quand on a fait notre top, parce que on voit à quel point l'année est riche. Et l'année est occupée d'un point de vue marketing par ne serait-ce que notre top 10 à nous deux réunis. Comment faire subsister un jeu comme ça qui fait plus parler de lui ? Ça sent pas très bon. Après, ils sont que 22 en plus, tu dis. À 22, on peut faire des très grandes choses. On a vu des jeux Clair Obscur où ils étaient une trentaine. Mais bon, je crois qu'Ira, ce jeu-là, tu vas te le mettre sous l'oreille. Voilà, je pense que voilà, il va partir derrière l'oreille, et puis tant pis, ça restera un tout rêve comme Perfect Dark. Ton backlog te remercie. Voilà, c'est ça, c'est mon portefeuille aussi. Ouais, accessoirement. Bon, on voulait parler un petit peu de Clair Obscur, mais je te propose qu'on en parle plutôt la semaine prochaine, Kira, parce qu'on a déjà bien papoté. Banco. Et on enchaîne sur Ghost of Yotei. Je me souviens, Kira, que Ghost of Tsushima, tu voulais pas y aller au début, mais tu avais beaucoup aimé le jeu. Je vais remettre un peu l'église au milieu du village. Je voulais pas y aller tout simplement parce que ça me faisait beaucoup penser à Assassin's Creed. Et c'était un peu la période où j'attendais un Assassin's Creed japonais, tout simplement. Le fait que Ghost of Tsushima arrive un peu plus tard. Voilà, arrive avant ce fameux Assassin's Creed. Ça m'avait un peu refroidi et je t'avoue que les bandes annonces d'époque en fait ne vendaient pas forcément bien le jeu au final, parce que c'est un jeu avec une expérience très contemplative, ce qu'on montrait pas forcément dans les bandes annonces d'époque où c'était essentiellement du combat et de la course à cheval en fait. Et qu'est-ce que tu avais aimé dans Ghost of Tsushima du coup ?
Et bah moi justement c'est ce que j'ai aimé, c'est ce côté totalement épuré, pas de HUD, c'est-à-dire pas d'éléments de gameplay à l'écran, se retrouver dans un monde guidé par le vent, c'est très bucolique. Je trouve que justement la représentation du Japon de cette époque n'a jamais été aussi belle que dans ce jeu, et surtout bah, je me suis beaucoup attaché à Jin Sakai qui pour beaucoup est un personnage assez froid, mais c'est un peu le lot de tous les samouraïs, on va dire, d'être des personnages justement assez froids, Oui, c'est et vrai. qui petit à petit en fait s'orientent vers le Ronin en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Bah, c'est très bien. Tous puis, il y a des ces renards. éléments-là. Et puis il y a des renards. Là, il y aura des renards aussi dans Ghost of Tsushima. Il y a des loups en plus, donc tu es ravi. Je sais pour moi. Mais garde bien tous ces éléments parce qu'on en parlera et j'en ai fait exprès de te faire dire tout ça en introduction. Donc là, imaginez une femme en héroïne. On n'est pas sur Jin Sakai qui était un homme très fort, samouraï, etc. Là, on est sur plein de bonnes, comment dire, de grandes valeurs, on va dire. exactement plein de valeurs. Ici, nous avons Atsu qui a été abîmé par la vie. On verra un petit peu après pourquoi. Et on est en 1603 au mont Yotei. Donc, il faut imaginer en plus un Japon plus froid, plus rude, des terres plus sauvages. Et justement plus éloigné aussi du côté citadin du Japon de l'époque, pour des étendues justement plus vastes, etc. Donc ce côté bucolique, tu l'as vraiment en plein. C'est un jeu édité par Sony, c'est une exclusivité pour l'instant, mais je pense qu'il va sortir sur PC bientôt, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, je sais pas. C'est le studio Sucker Punch, c'est un jeu d'action-aventure en monde ouvert. Et je te propose qu'il y aura un petit peu de musique et on attaque. Donc, je parlais un petit peu de Sucker Punch. Rendons à César ce qui t'appartient à César. Parlons un petit peu d'eux quand même. Surtout qu'ils ont fait une série qui est chère à ton cœur, même deux, je pense. Sly Cooper, tu adores, et Infamous, je crois que tu aimes. Ou pas du tout. J'aime Infamous. beaucoup, tout à fait. Infamous, j'ai beaucoup aimé les deux premiers, un peu moins le troisième. Je prie assez régulièrement qu'il y ait un remake ou un remaster des deux premiers, car le seul moyen d'y jouer, c'est sur PS3. Et je t'avoue, des fois, ça me fait chier un peu de sortir ma PS3 et de la brancher pour jouer à des anciens jeux. J'aimerais bien pouvoir les jouer sur les consoles actuelles. Et Sly Cooper, c'est un petit raton laveur. J'aime beaucoup. Arsène Lupin. Ouais, c'est Arsène Lupin. Oui. Qui a un petit peu de bagou en plus, un peu rigolo et tout. C'est du jeu de plateforme des années 2000 qu'on aime beaucoup, à la Ratchet & Co. Enfin, Clank, hein, mais vous m'avez compris, Ratchet et le reste. C'était sorti à peu près en même temps que Jack and Dexter, et je sais que moi je préférais Sly justement à Jack and Dexter. Ouais, c'est vraiment bon esprit, donc pareil, s'ils nous entendent, hein, Sly Cooper, on l'aime bien. Et donc, ils ont fait Ghost of Tsushima. Ça a été quand même un gros changement. Un gros changement parce qu'on est dans le Japon médiéval en effet, et aussi ça montrait une certaine maturité quand même du studio où je trouve que Ghost of Tsushima a un peu plus d'aura que Infamous, et Ghost of Yotei arrivant encore après, qui est la confirmation un petit peu de tout ça. Et donc comme je le disais, c'est terminé avec Jin Sakai, qui était le héros du premier jeu Ghost of Tsushima, ce que je trouve est déjà une prise de risque et qui est à saluer. Exactement. Parce que ils n'ont pas fait un Ghost of Tsushima 2, ils ont vraiment changé tout d'époque, c'est bien plus tard, d'héroïne, fin de Jin Sakai. Et en plus, là, on est plutôt sur de la guerre civile, là où avant, on était sur une invasion mongole. Donc, je trouve quand même, dans ce postulat créatif, il y a une certaine prise de risque qui est intéressante. Et l'autre chose qui est à noter, une personne, c'est Erika Ishii, qui prête son âme à Atsu. Donc, c'est une actrice très connue. Dans Apex, déjà, elle fait Valkyrie. Un peu relou sur les réseaux sociaux. Je savais même pas qu'elle avait un compte sur les réseaux sociaux. Ouais, si, quand même. Anna Brow, aussi, elle a fait sur Destiny. Et surtout, elle est connue parce qu'elle fait des performances roleplay dans des podcasts de jeux de rôle. Et elle fait du Vampire la Mascarade, d'ailleurs. Donc, c'est une joueuse, c'est une rôliste. Et en ça, c'est quand même assez cool. En tout cas, je connais pas le personnage à l'extérieur.
mais elle interprète très très bien Atsu. Et finalement, c'était un vrai défi, je trouve, pour ce nouveau jeu. C'était de se sortir de ce carcan de Jin Sakai qui, pour moi, a porté totalement l'aventure du premier jeu parce que pour moi, c'est l'élément central, l'élément fort de ce premier titre. Et en ça, Atsu réussit ce challenge qui n'était pas évident. Est-ce que tu savais, Kira, que dans Ghost of Yotei, on peut sélectionner 3 modes 3 modes qui vont changer soit l'esthétique, soit la musique. Le premier mode, c'est Akira Kurosawa. Donc, noir et blanc. Voilà, noir et blanc, tout à fait. J'ai fait Ghost of Tsushima comme ça, moi. Eh ben, c'est plein de charme. C'est pas pour rien. C'est parce que Sucker Punch, dans ses jeux, Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei, prend beaucoup de l'esthétique d'Akira Kurosawa et on peut difficilement faire sans lui, hein, parce qu'il a fait les fondements du cinéma moderne. Hein. Il y a plein de grands cinéastes qui se sont inspirés de lui. Sergio Leone, par exemple. Clint Eastwood, Star Wars aussi est basé sur... il y a plein d'idées qui sont reprises des 7 samouraïs dans Star Wars. Enfin voilà, c'est un monument du cinéma et surtout du Shambara, donc ce cinéma de samouraï, un petit peu du western spaghetti aussi. Il y a un autre mode qui est Takashi Miike, que tu connais peut-être un peu moins, Kira, mais tu sais que je l'adore. J'aime beaucoup aussi, ouais. Il a fait Ichi the Killer, donc lui, c'est un... C'est plus gore, hein, c'est plus sale, on va dire. Ouais, il est capable de tout. Il peut te faire des films pour enfants, et il peut te faire des thrillers sanglants ultra gore que voilà, vous mettrez même pas dans les mains d'un adulte, avec Ichi the Killer par exemple. Et il a fait des adaptations de jeux vidéo comme Ace Attorney ou Like a Dragon, d'ailleurs, cher Takeshi Miike. Et quand on active ce mode de jeu dans Ghost of Yotei, il y a du sang partout, il y a de la boue qui éclabousse, enfin ça rend vraiment le jeu plus sale, hein, propre au sens pas propre du terme justement, et aussi plus gore et plus difficile. Et enfin, dernier mode de jeu qui est le mode Watanabe, là qui touche à la musique cette fois-ci. Watanabe, son nom te dit peut-être rien, Kira, mais il a fait les musiques de Samurai Champloo. Tu sais, les musiques ultra pop et tout, ouais, c'est ça, dynamique. C'est ça, un petit peu R&B et tout. Avec des beatmakers d'ailleurs comme Nujabe, je crois, ou quelque chose comme ça. En tout cas, un truc hyper pop. Et pareil, on peut activer cette fonctionnalité dans le jeu pour changer les musiques et avoir moins un côté traditionnel, mais un côté plus pop à la Samurai Champloo. Et pourquoi je parle de ces 3 modes de jeu? C'est parce que je trouve qu'ils résument bien ce qu'est Ghost of Yotei d'un point de vue créatif. Donc il y a ce côté un peu pop, un peu dynamique, sympa avec Watanabe. Il y a le côté plus plus traditionnel, très japonisant avec le côté Kurosawa où tu as des vrais duels de samouraïs, tu vois, à l'ancienne, etc. Et tu as le côté Takeshi Miike qui est plus en rupture, qui va piocher un peu dans tous les styles et tout, avec le côté gore et violent, parce que c'est gore et violent, Ghost of Yotei. Et je trouve que c'est très sympathique, tu vois, d'avoir intégré ces 3 modes de jeu. Surtout que c'est 3 styles complètement différents pour le coup. Ouais. Le scénario, l'univers. Donc, j'ai parlé un petit peu d'Atsu. Ce personnage, il est, je pense qu'on le sait dès les trailers, elle a vécu un moment extrêmement dramatique dans son enfance. Sa famille s'est fait tuer devant ses yeux. Ils se sont fait même attacher à un arbre et brûler. Donc, c'est pas simplement tuer, hein, c'est vraiment... Ça pique. Ouais, c'est de la grosse cruauté. Et sauf que là, elle est adulte et en même temps, elle est très forte. C'est une sabreur hors pair. Donc tu vois, première rupture encore une fois avec Ghost of Tsushima, c'est que là, on est plus... Elle veut se venger. C'est pas une samouraï, il n'y a pas de code d'honneur. Tout est permis. Tu vois, ça change vraiment quand même le paradigme du jeu et du scénario. C'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance pour le coup. Et les thèmes centraux au niveau du jeu, sans évidemment les divulguer, c'est la vengeance. C'est aussi la place que l'on a dans le monde, dans cette société qui elle-même est violente, parce que si elle est devenue comme ça, Atsu, ce n'est pas pour rien. C'est aussi la place de son souhait de vengeance vis-à-vis des gens qui entourent Atsu, qui est un élément très très fort du scénario, et là j'en dévoilerai pas trop. Et enfin, c'est une quête de l'essentiel. Avec Atsu, on va l'aider au travers de l'aventure à découvrir qu'est-ce qui est essentiel dans la vie. Et ça, je trouve que c'est un message très actuel, très fort, parce qu'on a de plus en plus une société individualiste, moderne, centrée sur soi. La quête de vengeance, je pense qu'il n'y a rien de plus centré sur soi.
Et justement, au travers de sa quête, tu vois, on va ouvrir ce champ des possibles. Et ce qui fait que le scénario, je le dis tout de suite, c'est l'élément qui m'a accroché, tout comme dans Ghost of Tsushima, c'était l'élément qui m'avait accroché. Donc on se retrouve vraiment sur le même point fort, à mon sens, que dans le premier jeu. Ensuite, Kira, tu avais toi-même parlé du côté contemplatif, poésie, etc. Et ben, je vais te paraphraser, tu vois, c'est pas dans ma chronique, mais je pense que c'est une des plus belles représentations du Japon aussi de cette époque. Surtout que il y a un côté que tu as beaucoup aimé, Kira, c'est qu'on est davantage dans des plaines, dans des endroits très sauvages. Tu vois, plus bucolique. Bah ouais, c'est encore plus bucolique, vraiment plus sauvage. Le terme, je pense que c'est le bon terme. Il y a peut-être moins de force, parce que c'est vrai que Ghost of Tsushima, c'est une invasion mongole, donc ils venaient faire leur petite fortification à droite à gauche pour pouvoir envahir le coin. Oui. Là, ça a l'air d'être différent quand même. C'est différent, tu as raison. Il y a toujours autant de centres d'intérêt sur la carte, mais c'est pas les mêmes en effet. Il y a quand même beaucoup moins, je trouve, de gros camps, de grandes fortifications. On est plutôt sur des villages, des petites maisons isolées qui ont été envahies par des bandits de grand chemin. Parce que nous, notre quête, vraiment, je l'ai à peine dit, mais ça va être de se venger, certes, mais de tuer les 6 Yotei. Parce que Hatsu, sa famille s'est faite tuer par 6 brigands. Hein, vous découvrirez qu'ils sont dans le jeu. Et elle s'est noté ces 6 noms sur sa ceinture et elle veut tous les dézinguer, quoi. Et donc, on parcourt comme ça la plaine des eaux et on aura la chance d'avoir plusieurs décors. On a une zone vraiment bord de mer, montagne, plus plaine, végétation, forêt, etc. Enfin, c'est assez varié. Et ça, pareil, je pense que ça contribue au sentiment que tu disais de contemplation. C'est vraiment très, très beau. Même dans la colorimétrie, c'est un peu saturé, tu vois, les couleurs sont vives, les fleurs, c'est des fleurs, tu as l'impression qu'elles sont phosphorescentes, tu vois, mais c'est voulu, c'est pour que ça tape à l'œil, et je trouve que c'est un exercice de style, moi, qui marche parfaitement sur moi. Ouais, je vois. C'est un peu, tu sais, Kira, tu connais mieux que moi, mais dans les magasins de télé, où on te met des vidéos, démos sur les télés qui sont ultra saturées pour te dire wow, qu'est-ce que c'est beau et tout, tu vois. Où ça pète dans tous les sens, ou souvent c'est des fonds marins, de la jungle luxuriante avec des bestioles fluo. Souvent les télés ont en plus ce mode démo de magasin pour que ça pète et tout. Bah, on est un peu, je trouve, dans cet esprit-là, et moi, voilà, encore une fois, ça fonctionne très bien sur moi. En termes de gameplay, c'est Ghost of Tsushima. J'exagère un petit peu en disant ça, mais c'est un reproche quand je le dis. Et en même temps, bah, si vous avez aimé le gameplay de Ghost of Tsushima et ce qu'il avait à proposer, vous vous y retrouverez. C'est du pareil au même. Moi, c'est pour moi un des éléments en dessous. Mais déjà, j'aimais pas trop forcément le gameplay et le monde ouvert du premier jeu. Donc, je n'aime pas forcément plus celui-ci, ni le monde ouvert de Ghost of Yotei. Le gros avantage, tu l'as dit, c'est qu'il n'y a pas de HUD, donc il n'y a pas de pointeur, il n'y a pas de quête, on n'a pas... voilà, l'interface est très épurée, mais malgré tout, ça reste extrêmement jeu vidéo. Tu vas trouver un petit renard, il va falloir suivre le petit renard, mais ça, tu vas le faire 20 fois. Tu trouves un loup, il va falloir le libérer, mais tu vas le faire 20 fois. En fait, la répétition c'est très répétitif. Bah, en fait, si tu veux, la répétition des événements qu'il y a sur la carte casse le côté un petit peu organique de ces événements. Parce que quand tu trouves un renard, que tu le sauves, enfin que tu le suis, etc., qui t'apporte quelque chose, c'est cool une fois, mais tu es en immersion. Mais quand tu le fais 20 fois, tu le fais plus pour l'immersion, tu le fais pour récupérer l'objet qui va te donner. Le trophée. Voilà, exactement. Donc tu perds ce côté immersion au profit du ludique. Et je trouve que c'est le gros point faible du monde ouvert de Ghost of Tsushima et de Ghost of Yotei. Je mets les deux dans le même panier. J'aimais pas déjà sur le premier, j'aime pas sur le deuxième. C'est qu'on fait les choses, même si c'est immersif, même si c'est beau, même si c'est poétique, tout l'enrobage l'est, mais la structure même du game design, ça reste une structure jeu vidéo et pour moi, ça brise l'immersion. Je vais te donner juste un exemple, Kira, pour que tu vois. Par moment, tu peux faire tomber des rochers avec ton petit grappin pour traverser une crevasse. Ouais. Sauf que tu en as éparpillé dans le monde ouvert, mais si tu tombes dessus au moment où le jeu n'a pas voulu que tu tombes dessus, tu ne peux pas simplement faire tomber ces petits rochers pour traverser. Parce que tu vois, ça fait partie d'une quête annexe, donc il faut débloquer la quête annexe, que le mec te dise d'aller là, tu vas là. Et en fait, ce genre de petits éléments, pour moi, ça nuit vraiment à l'immersion. Ouais, complètement. Et en ça, je trouve, je vais être un peu rude, mais que
autant Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei ne sont pas des très très bons mondes ouverts, à mon sens, en termes d'immersion. Alors là-dessus, je te retiens parce que tu parlais de côté ludique et justement, après, bon, chacun le voit le fun où il veut, mais moi, par exemple, aller chercher 50 renards ou 50 loups à libérer, tu sais, je trouve pas ça ludique, au contraire, je trouve ça plutôt contraignant, en fait, parce que j'appelle ça des quêtes de remplissage. Et quand t'as un monde ouvert, quand tu sais pas quoi faire de ton monde ouvert, c'est généralement la première chose qui est mise en place, c'est ça, en fait. Je me rappelle de Dragon Age, alors c'était lequel, Inquisition, où tu devais aller chercher 50 fleurs de machin, 70 fleurs du truc muche, et en fait j'avais un peu l'impression d'être un facteur, tu vois, dans l'univers de Dragon Age, et c'est ce que je reprochais aussi à Ghost of Tsushima, parce que Ghost of Tsushima, même si j'ai bien aimé ce jeu, je ne l'ai pas fait d'une traite, je l'ai fait en plusieurs fois, parce que justement, il y avait un trop plein de remplissage, mais jusque dans les quêtes principales, en fait, où dans ces quêtes-là, il fallait aller péter un énième château, il fallait tuer un énième général mongol, et je t'avoue que c'était très très rébarbatif. Ouais, voilà, bon, je suis assez de cet avis. Pour moi, ça casse l'immersion, bien qu'encore une fois, c'est parmi les plus beaux mondes, enfin visuellement, artistiquement, c'est un des plus beaux mondes ouverts que j'ai vu. Mais ce qu'il propose, moi, c'est pas ce que je recherche forcément. Quand on me permet la liberté, il faut me l'accorder, voilà, totalement ou pas du tout. Je préfère dans ce cas-là, être un couloir et on me dit c'est un couloir, plutôt que de faire de la liberté qui finalement en est une sans en être réellement une pour les exemples que je citais. Surtout qu'avoir un monde ouvert, quand tu sais pas le mettre en valeur, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Je vois, c'est le problème qu'avait Ghost of Tsushima, et c'est ce que j'ai cru voir, en tout cas pour Ghost of Yotei, parce que je l'ai devant les yeux, mais je l'ai pas encore essayé. C'est la mise en scène, en fait. La mise en scène est très très statique, c'est énormément de chant contre chant pendant les dialogues. Les scènes d'action sont quand même très très plan-plan. Et ça, pour moi, c'est pas la force d'un studio qui sait maîtriser son monde ouvert et son environnement, en fait. Beaucoup de gens critiquent Ubisoft, à juste titre pour plein de choses, mais eux, ils ont la chance quand même de savoir mettre en avant leur monde ouvert, de pouvoir te montrer toujours cet effet waouh, tu sais, pour relancer ton intérêt, jusque dans la mise en scène des cutscenes ou même des PNJ que tu vas croiser. Et c'est le reproche que j'avais sur Ghost of Tsushima, c'est que c'est pas ça du tout. C'est très beau, mais ça semble statique. Et ça, c'est dommage. C'est un peu statique aussi, Ghost of Yotei. Là où je vais être un petit peu moins d'accord, c'est dans les scènes d'action, quand le jeu met vraiment en scène, qu'on sort un petit peu de ce monde ouvert, et quand on est dans les passages plus scriptés, les combats avec les Yotei notamment, ce sont des pures productions cinématographiques, dynamiques, très belles. Et là, le jeu, par contre, s'en sort extrêmement bien dans toutes ces phases d'action, épiques, etc. Pareil, pour moi, dans Ghost of Tsushima, ça marchait plutôt bien. Donc justement, quand on sort un peu de ces carcans, qu'on arrive dans un moment plus dirigiste, plus scénarisé, là, le jeu complètement est dans sa plus belle expression. Il y a beaucoup de choses à proposer d'un point de vue mise en scène et d'un point de vue scénaristique. Moi, le jeu m'a totalement comblé, tu vois, sur cette partie-là. D'accord. J'ai quand même un petit point qui va dans le sens du monde ouvert. Je trouve qu'il y a un moment, dans une des dernières zones, celle du Kitsune, la zone de neige, tu verras quand il sera Kira, celle dans la montagne, c'est par contre une très bonne zone monde ouvert parce qu'elle casse un petit peu les codes, elle rajoute des énigmes. Les méchants là-bas sont les renards à 9 queues, donc c'est un peuple un petit peu... Comme dans Naruto. Ouais, exactement, complètement. Ça prend le folklore japonais de ce moment-là. Et ces méchants-là sont très cool, ils se cachent, ils ont des énigmes. Pour y accéder, c'est un peu plus compliqué, il y a des puzzles, etc. Et là, je trouve que le jeu s'en sort très bien. Donc c'est quand il marque la différence qu'il s'en sort bien. Et ce genre de petite initiative qu'il n'y avait que dans cette zone-là, c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu ailleurs parce que là, ça fonctionnait très très bien. Le truc, c'est que je trouve que Sucker Punch, en fait, devrait faire des jeux linéaires. Je pense que c'est plus ce genre de jeu-là qui leur convient. Quand on jouait à Infamous, même si on était dans un monde ouvert, c'était très limité par quartier, tu vois. Et dans le premier, bon, t'étais limité parce que tu devais utiliser le monorail qui te permettait d'activer des pylônes électriques pour pouvoir réactiver l'électricité dans le quartier. Et au final, tu avais l'impression de jouer plutôt à un enchaînement de niveaux qu'à un réel monde ouvert. Et c'est aussi pour ça que j'avais moins aimé le dernier Infamous. Là, le fait que ce soit un monde full ouvert où tu peux aller où tu veux, en fait, bah, du coup, tu as quand même cette sensation de plan-plan. Et c'est vrai que le fait d'avoir une zone plus restreinte avec un nouvel environnement et, comme tu dis, certaines énigmes environnementales, ça permet aussi, je pense, de recentrer leur travail, de le resserrer, ce qui fait que ça te fait quelque chose de plus puissant, en fait. Au rang des qualités,
le gameplay, même si en effet, moi, c'est pas une formule que j'apprécie trop, je lui reconnais une certaine richesse parce que Atsu a beaucoup de nouvelles armes, un double katana, un Odaeshi, qui est un très très grand katana. Il y a même des armes à feu maintenant. Oui, ça remplace la posture en fait. Avec les fusils. Exactement. La posture est remplacée par les armes. C'est un bon contre-pied qui fonctionne bien. Ça crée une ADN différente au jeu. Et qui est organique avec ce que le jeu a proposé, puisqu'on est plus une combattante énervée, etc., sans foi ni loi. Donc elle utilise toutes les armes à sa disposition pour y arriver. C'est cohérent. Ça, c'est un beau point fort. Et d'ailleurs, Nate Fox disait: le gameplay doit être le prolongement de l'émotion d'Atsu. Si elle est en colère, le combat est brutal. Si elle est en paix, le monde doit s'arrêter. Et c'est vraiment un esprit qui est porté par le gameplay. Ça, j'aime bien. Après, question de goût, moi, c'est pas les gameplays forcément que j'apprécie le plus, mais ils fonctionnent bien. Et enfin, beau travail sur les chorégraphies. Là, c'est Irika Ishii qui disait: on a travaillé sur le poids de chaque geste. Atsu ne doit pas seulement ne se porte pas seulement des sabres, elle porte le poids de ses morts. Et pareil, ça, je trouve que c'est vrai, c'est bien fait. Donc voilà, ça, c'est des très grosses qualités que j'enlèverai pas au titre. Donc en conclusion, malgré mes griefs sur le monde ouvert, voilà, vous l'avez entendu. Est-ce que j'ai pris du plaisir, Kira? Bah oui, j'ai adoré, j'ai platiné le jeu, donc j'ai beaucoup aimé, je me suis amusé. Je l'ai fait plus en mode furtif, comme j'aime, ninja, assassin, etc. Donc c'est cool. Est-ce que je me suis émerveillé? Donc ça, Kira, tu l'as dit, c'est un des gros points forts, la direction artistique, c'est vraiment graphiquement extrêmement aussi, beau. c'est joli, hein. L'écran est joli. Ouais, techniquement, c'est irréprochable, pas de bug, etc. Est-ce que j'ai eu des émotions? Oui, beaucoup. Atsu est un personnage qui m'a profondément touché, principalement à la fin, etc. Enfin, je ne vais pas dévoiler les éléments de l'intrigue. Et tout le scénario est porté autour de l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel dans un jeu vidéo? Je me suis amusé, j'ai eu de l'émotion, ça m'a émerveillé. Donc le job est fait. Là où je trouve, encore une fois, que Sucker Punch a manqué d'audace, c'est que leur monde ouvert n'est pas assez en rupture avec ce que j'aurais aimé voir. Mais ça, c'est lié aussi à mes propres attentes. Je ne suis pas fan de ces mondes ouverts-là. Mais néanmoins, le job est complètement fait. Je conseille Ghost of Yotei à 200%. J'ai eu un petit moment de décrochage et une fois que je me suis remis dedans, j'ai pu arrêter. Il est généreux. J'ai mis une 40aine d'heures à quand même le faire et c'est pas rien. Donc, ne serait-ce que pour la beauté du jeu, son message sur qu'est-ce qui est essentiel dans la vie et son personnage Atsu, je recommande chaudement Ghost of Yotei. D'accord, bah je m'y mettrai dans quelques temps parce que je voudrais d'abord terminer deux, trois jeux que j'ai sous le feu pour voir. Je t'avoue, j'ai hâte. J'ai hâte que tu m'en parles. Je suis pas plus emballé que ça. Je sais que je vais m'y mettre, mais les griefs que tu as eu sur le jeu, c'est exactement les griefs que j'ai reprochés quand même au premier, et c'est ce qui fait que je traîne un peu de la patte. Donc j'attends de voir si le scénario va m'emporter. Eh ben, je te conseille de le faire parce qu'on est le même profil du coup sur ce jeu et voilà. J'ai fini par être embarqué. J'ai cité quelques interviews, donc citations, c'était dans le PS Blog, IGN et Game Informer. Et je te laisse la main, Kira, parce que tu vas nous parler d'une série qui est placardée partout dans les métros. Donc si vous êtes métro parisien comme moi, vous voyez les affiches de Stranger Things partout. Donc moi, je suis dans mon marathon et toi, tu as fini la saison 5 dont tu vas nous parler, je crois, Kira. Donc je te laisse la parole. Exactement. En fait, donc au départ, je voulais faire juste une chronique sur la saison 5 de Stranger Things, mais j'ai décidé de le prendre sous un angle un peu différent, on va dire, parce qu'il y a une question quand même que le cinéma et les séries adorent poser sans jamais vraiment y répondre. C'est dans un voyage, qu'est-ce qui compte le plus? C'est l'arrivée ou le chemin parcouru? Donc ça sera l'angle de ma chronique. On vous lance le générique de la série, histoire de se mettre en bain, et je vous reprends juste derrière. Donc comme je disais tout à l'heure, est-ce que ce qui compte le plus dans un voyage, c'est l'arrivée ou le chemin parcouru? Et rares sont les œuvres qui illustrent aussi bien cette question que Stranger Things. C'est une série qui a commencé comme une lettre d'amour sincère à l'imaginaire, à l'amitié et à l'aventure avec de belles inspirations, donc Stephen King, les Goonies ou même E.T. de prime abord, pour finir comme un long sprint épuisé vers une ligne d'arrivée assez moribonde, je le dois dire. Car si le voyage fut à ses débuts exaltant, mystérieux et profondément humain, l'arrivée, on va dire à l'arrivée même, cette fameuse saison 5 laisse un goût amer, un goût de rendez-vous peut-être manqué, pire, l'impression d'avoir attendu trop longtemps pour si peu.
je vais reprendre aux fondamentaux la saison 1 et la saison 2 de Stranger Things. Donc on va revenir aux 2 premières saisons, c'est se rappeler pourquoi Stranger Things a marqué toute une génération. La saison 1, déjà, est un miracle d'équilibre. Tout fonctionne. Le rythme, les personnages, l'ambiance, la musique, la nostalgie qui est certes gratuite, mais remise dans le contexte de 2015, ce fut un vrai vent de fraîcheur. Hawkins, donc c'est la ville dans laquelle se déroule la série, n'est pas qu'un décor, c'est un cocon qui titille la fibre nostalgique et on y croit immédiatement. Au niveau du scénario, la disparition de Will, donc un des enfants principaux, est un prétexte narratif simple, presque classique, mais traité avec une belle sincérité. Ce qui nous accroche, ce n'est pas l'Upside Down ni le monstre, c'est surtout l'amitié. C'est cette bande de gamins qui jouent à Donjons et Dragons, qui parlent comme de vrais enfants, qui ont peur, qui doutent, mais surtout qui avancent ensemble. Et ils sont attachants, le casting est assez fou, et je trouve qu'il rend honneur à ces personnages, en effet, bien écrits, je suis plutôt d'accord. Voilà, tout à fait. Le casting était assez fou, mais je reviendrai tout à l'heure. La saison 2 prolonge intelligemment cette dynamique, elle approfondit les traumatismes, ça explore les conséquences psychologiques des événements passés, et surtout, elle respecte ses personnages. Eleven n'est plus juste une arme, comme dans la saison 1, mais un enfant perdu. Hooper n'est plus un cliché de flic bourru, c'est un homme brisé qui apprend à aimer à nouveau, et je trouve que cette trame est le point fort de cette saison 2. Et ces fameux 2 premiers actes forment un tout cohérent, presque indissociable. On pourrait s'arrêter là, et Stranger Things resterait une série culte, certes peut-être un peu court, mais comme beaucoup de séries cultes, le voyage est clair, même si la destination n'était pas encore définie. On aurait laissé libre cours à notre interprétation, à notre imagination, comme les grandes œuvres de Stephen King dont elle s'inspire, ou même les jeux de rôle type Donjons et Dragons, comme pourrait faire un maître du jeu. La saison 3, elle, marque un virage, donc c'est pas encore la chute, mais c'est on va dire un petit glissement. Le ton devient plus léger, plus clinquant, comme le centre commercial qui symbolise parfaitement ce changement. C'est plus coloré, c'est plus bruyant, c'est plus pop. Ce n'est pas une mauvaise saison, loin de là, elle reste divertissante, mais elle commence quand même à trahir quelque chose d'essentiel. La simplicité émotionnelle. Les enjeux deviennent plus artificiels. Certains personnages commencent à se caricaturer, Hooper en tête, que j'aimais beaucoup, est quand même transformé dans cette saison en figure autoritaire, c'est presque grotesque. Certaines ficelles également sont quand même assez grosses, c'est plus des ficelles, c'est des cordes de pont. C'est pour amarrer les bateaux. Ouais, le coup du centre commercial par exemple avec les Russes, faut quand même arriver à rentrer dedans, et on sent déjà poindre le problème majeur. La série commence à vouloir être plus grande qu'elle-même en fait. Plus d'action, plus de décibels, plus de clins d'œil à la pop culture des années 80, et cette fin, pour le coup, m'a quand même donné envie de voir la suite. Parce que cette fin de saison 3 est quand même assez dense, ça laisse quand même pas mal de portes ouvertes, et c'est vrai que moi j'étais très très hypé pour l'arrivée de cette fameuse saison 4. Pour l'instant, la saison 3, c'est ma préférée. J'ai bien aimé, moi, le côté, ce que tu dis, plus léger, et c'est complètement vrai. Et il y a quelque chose que tu mets en avant sur les 2 premières saisons que je ne ressens pas, c'est le côté nostalgique à des œuvres qui t'appartiennent, enfin que tu aimes beaucoup, j'entends par là, Goonies, E.T., ce genre de choses. Moi, j'ai pas cette culture-là, donc c'est vrai que j'ai pas senti de différence en termes d'héritage ou en termes d'une nostalgie qui s'effacerait petit à petit sur cette 3e saison, parce que voilà, j'ai pas cette fibre sensible-là. Mais moi, la saison 3, j'ai beaucoup aimé Hooper dedans, parce que Hooper et Joyce, parce qu'ils ont ce côté très dysfonctionnel. Et je trouve que dans la saison 1 et 2, c'est ça qui marche très fort, c'est le côté un petit peu famille dysfonctionnelle qui réussit malgré tout à sortir quelque chose. Donc voilà, on a eu une lecture un petit peu différente de la saison 3, mais moi je l'aime bien, tu vois, c'est une de mes préférées. Alors, ce que je disais, c'est pas que la nostalgie s'étiole au fur et à mesure, c'est qu'en fait, la nostalgie devient plus grossière. Dans la saison 1, on peut dire c'est un hommage à Stephen King, mais on est de l'ordre de l'hommage. À partir de la fin de la saison 2, ils ont commencé à singer certaines scènes. Toute la scène où les démons gorgons envahissent le centre, clairement, c'est Aliens, en fait.
La saison 3, le russe qui course tout le monde pendant toute la saison, c'est Terminator. Et là, ça devient de plus en plus grossier, en fait. C'est plus de l'hommage, en fait. C'est vraiment ce côté-là qui t'a gêné. Voilà, ça côté devient un peu grossier. Du plagiat, parce qu'au final, si j'ai envie de voir Terminator, je regarde Terminator, en fait. J'ai pas envie de regarder quelque chose qui singe Terminator. Surtout que certains plans, c'est vraiment des plans, mais qui ont été refaits. Par exemple, dans la saison 4, t'as un plan, c'est The Thing. Enfin, autant regarder The Thing, clairement. Et donc là, on n'est plus dans de l'hommage, on est vraiment dans... C'est singé, tu vois. Ouais, je comprends, parce que t'as cette culture et l'héritage. Moi, je pense que je l'ai même pas vu, tu vois, les références un peu grossières à Terminator. Mais c'est bien, non, mais c'est carrément bien, parce que ça montre un regard un petit peu différent. Mais est-ce que la série... mais c'est une vraie question. Est-ce que la série s'adresse à des nostalgiques des années 80 qui vont voir toutes ces références, pire, qui, comme toi, vont analyser le côté un peu singé de ces scènes, ou à contrario, ils vont s'adresser plutôt à une nouvelle génération qui, en fait, vont même pas les capter. Moi, j'avoue, et à mon grand défaut, hein, j'ai pas vu ces références-là. Donc forcément, elles m'ont pas gêné. Alors concrètement, les frères Duffer l'ont dit, la série s'adresse initialement à tous les fans de la pop culture des années 80, en fait. Et ça les a peut-être dépassés, tu veux dire. Et voilà, en fait. Mais c'est complètement ça, en fait. C'est que du coup, ils ont été tellement dépassés, on sent qu'ils n'avaient pas suffisamment de matériel pour durer aussi longtemps. Ils se sont mis à récupérer des scènes qu'ils ont kiffées, en fait, pour se faire des kiffs, peut-être. Mais au final, c'est au détriment de la narration, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc j'attendais beaucoup la saison 4, que je disais tout à l'heure. Forcément. Sauf qu'entre la saison 3 et la saison 4, et aussi la saison 5, l'attente est quand même assez interminable. Les 3 premières saisons, tu as environ 1 an et demi entre chaque saison. Ok, classique. Classique. Entre la saison 3 et 4, il y a 3 ans, et entre la saison 4 et 5, il y a 3 ans également, en fait. Et ça commence à faire beaucoup. Résultat, ça fait beaucoup parce qu'on se retrouve avec un décalage absurde. On se retrouve avec des acteurs déjà qui ont plus de 20 ans, qui doivent jouer des adolescents de 15. Donc ce n'est pas seulement que visible, hein. C'est vraiment, ça te pète à la gueule, hein. C'est assez ridicule. La suspension d'incrédulité explose. Les corps ont changé quand même, hein. Les visages ont mûri, les voix ont évolué. Et je trouve que la série aurait dû intégrer ça à leur narratif, parce qu'elle fait comme si de rien n'était. Les scènes à vélo dans la saison 5 qui singent E.T. sont quand même assez ridicules, parce que c'est quand même des mecs de 20 balais sur des vélos, tu te dis, bah pour une caisse, mec. Enfin, tu vois, donc ça, c'est un peu compliqué. C'est pas de la faute des acteurs, hein. Pour moi, c'est vraiment une erreur de production, de planification, et surtout d'envie de capitaliser. Ils auraient dû donc non seulement inclure l'âge des acteurs, mais également les faire jouer, des dilemmes liés à leurs âges respectifs. Là, quand tu vois des enfants qui ont 24, 25 ans jouer à des dilemmes moraux d'enfants de 15 ans, franchement, j'ai face peine par moment, j'ai trouvé ça un peu malsain, quoi. Ok. Mais pour moi, le vrai point de rupture arrive avec la saison 4 et s'achève quand même péniblement sur la saison 5. Le problème, c'est pas qu'elles soient ambitieuses, car pour le coup, elles sont très ambitieuses, ces 2 saisons. Le problème, c'est qu'elles sont mal maîtrisées. Le premier défaut majeur pour moi, c'est le découpage. On va se retrouver avec des épisodes de 50 minutes qui côtoient des mastodontes de plus de 2 heures, voire 2h30. Ah oui, en effet. Donc, c'est pas du cinéma, hein, c'est pas une mini-série événementielle, hein, c'est une série, hein. Et surtout, c'est une série qui ne sait pas se discipliner. Le rythme est cassé. Je trouve que l'intention s'émousse, du coup, au fur et à mesure. Et de par le fait, certaines scènes s'étirent inutilement dans des storylines plus ou moins inégales. Moins efficaces, tu veux dire? Non seulement moins efficaces, mais surtout vraiment inégales, en fait, hein. Je pense à la saison 4 où tu as 5 storylines en parallèle, tu en as 2 intéressantes et tu en as 3 dont tu n'as totalement rien à carrer, en fait. Donc s'ils avaient réduit ces histoires-là, en fait, on serait retrouvé quelque chose de plus condensé, en fait. Parce que je trouve qu'à partir de la saison 4, cette série ne s'est plus coupée, en fait. Elle continue, tu vois. Et je trouve que ce voyage aurait dû être plus resserré, plus organique. Là, ça ressemble quand même à un enchaînement de scènes aléatoires pour faire vivre des personnages au détriment d'autres personnages peut-être plus importants et surtout au détriment du rythme de la série. Ok. L'autre grand drame de la saison 4 et 5, c'est le traitement des personnages, hein. Certains deviennent inutiles, d'autres sont sous-écrits, d'autres encore semblent exister uniquement pour remplir le cadre et des cases. Certains arcs narratifs entiers n'ont aucun impact. On passe parfois des heures avec des personnages dont l'histoire ne mène à nulle part.
c'est pas de la lenteur contemplative, et j'aime la lenteur contemplative, mais là on sent quand même que c'est vraiment du remplissage, quoi. Et le pire, c'est qu'avec ce genre de scène, c'est que l'émotion disparaît. Là où les premières saisons te faisaient vibrer, tu sais, des fois avec juste un regard ou avec un silence. Moi, je pense toutes les scènes avec Eleven dans la saison 1, si tu compares avec ces scènes de la saison 5, ça force l'émotion à coups de musique tonitruante, c'est des monologues interminables. Et des scènes tire-larmes pleines de bons sentiments, et le jeu d'acteurs, mais ça c'est un autre sujet qui fâche, c'est le jeu d'acteurs. Ils étaient très bons dans la saison 1, tous. Certains s'en sortent encore très bien, mais malgré tout, certains semblent dépassés par l'ampleur du récit. Les dialogues deviennent artificiels, c'est trop écrit, trop explicatif. Quand un personnage passe son temps à expliquer ce qu'il ressent, plutôt qu'à te le faire ressentir, c'est qu'il y a un problème quand même. Tu connais le terme show don't tell ? Du tout. Show don't tell, c'est quand tu regardes du cinéma ou une série télé, ça veut dire montre-moi au lieu de m'expliquer, en fait. Le cinéma, c'est un art visuel. On te montre les choses. T'as pas besoin d'expliquer pendant 45 ans ce qui se passe. Des fois, juste avec le montage et avec 2-3 scènes et des éléments, tu comprends et la musique parfois aussi qui peut aider. Et la musique complètement, tout à fait. Que là, non, ils passent leur temps à expliquer les choses. Et ça, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est lié à sa méthode de diffusion. On est sur une plateforme, on est sur Netflix. Netflix conçoit ses séries de telle façon à ce que les gens ne soient pas perdus. C'est-à-dire, ils imaginent que les gens sont chez eux, à juste titre, ils sont sur Netflix, ils sont sur leur téléphone, où ils font à manger, où ils font le ménage, et du coup, ils ne sont pas forcément 100% attentifs à la série, en fait. Du coup, ils passent leur temps à surexpliquer les choses pour que si jamais tu as loupé quelque chose, tu puisses revenir, tu vois, reprendre le début de ton histoire, un peu comme un fil d'Ariane. Et ça, c'est dommage, parce qu'au final, dans le storytelling, c'est quelque chose qui a un non-sens, en fait, pour quelqu'un qui s'investit dans une série télé, en fait. Est-ce que ce n'est pas s'adapter à son public, surtout américain, de fait, même si c'est une série qui est quand même mondiale? C'est une question vraiment très... que je pose sans avoir moi-même la réponse à cette question, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison de s'adapter à leur public, ou au contraire ils auraient dû assumer pleinement le fait de pas s'y adapter, du coup? Moi, je trouve qu'ils ne devraient pas s'y adapter, en fait, pour la simple et unique raison, c'est que, quand tu Est-ce qu'on soit s'adapter à son audience? C'était ça la vraie. En fait, il y a s'adapter et s'adapter, en fait. Je veux dire, quand tu crées quelque chose, il faut quand même que tu t'investisses un minimum dans cette chose-là, en fait. C'est comme dans un jeu vidéo. Là, en ce moment, ils parlent d'intelligence artificielle où les jeux vont pouvoir passer les niveaux à ta place. Pour moi, c'est un non-sens, tu vois. Le fait est que quand tu regardes une série télé, tu t'investis à une série télé. Quand tu lis un livre, tu lis ton livre, tu vas pas t'arrêter toutes les 2 secondes pour faire autre chose. Tu vas finir ton chapitre, tu vas avancer certes à ton rythme, mais tu vas lire le livre, en fait. Tu vois, quand tu regardes une série télé, chacun, ça peut être tueux. Certains font le sport en même temps qu'ils regardent la série télé. Enfin, c'est possible. Parce que moi, ça m'arrive. Mais c'est possible, mais après, il y a des séries qui s'y prêtent, en fait. Mais le problème, c'est qu'à faire une sorte de tout homogène de toutes les séries, on se retrouve avec des storylines totalement éclatées et avec des histoires décevantes, en fait. Parce qu'au final, quelqu'un qui suit d'une oreille, il va trouver ça merveilleux parce qu'il va pas voir qu'on lui a expliqué 4 fois la même chose, en fait. La bouteille, elle est là. Elle est là, la bouteille. 10 minutes après, elle est là, la bouteille. Enfin, tu vois, donc c'est un peu prendre les gens pour des cons, quand même. Après, t'étais pas le public, finalement, pour cette production de saison 4 et saison 5. Mais pas du tout, en fait, justement. Je suis le public pour ça, en fait. C'est juste que je pense qu'ils n'ont pas... après, j'y reviendrai après. Je pense qu'ils ont été dépassés par l'ampleur des choses parce qu'il fallait faire du contenu, en fait. Ils avaient rien à raconter. Et du coup, ils ont étiré le truc dans tous les sens pour que ça remplisse une certaine durée. Et c'est plus dans ce sens-là, en tout cas. Possible. Après, encore une fois, c'est pas une attaque personnelle, c'est le symptôme, pour moi, d'une série qui a perdu le sens de la mesure, tout simplement. Et puis, t'arrives à la fin, cette fameuse saison 5, censée être l'arrivée du voyage, ironie cruelle, elle est à la fois interminable et précipitée, ce qui est quand même assez fort, tu vois. C'est à la fois long et trop court. C'est assez paradoxal. Oui. On a des heures entières où ils sont consacrés quand même à des détours inutiles, pendant que les véritables résolutions sont expédiées dans les 10 dernières minutes du dernier épisode. Certains enjeux se règlent trop vite. Moi, je parle par exemple de l'avant-dernier épisode où on va avoir une révélation d'un personnage, quelque chose qu'on sait depuis limite 2 saisons, mais qui arrive bien trop tardivement dans l'histoire, juste à la fin, tu vois. C'est comme si, imagine, t'as Batman, t'as des bombes qui vont péter partout dans Gotham, et là, Batman, il se dit, oh bah tiens, je vais aller sur la tombe de mes parents poser des fleurs, et puis je vais aller voir telle personne, et je vais faire tel truc, tu vois. Tu sens, c'est urgent, mais non, il décide de se poser pendant 10 minutes pour parler de quelque chose qui est certes important, mais qui arrive trop tard, parce que c'est au détriment, en fait, de l'urgence que le récit essaye de te mettre en place. Je vois.
Et du coup, les adieux manquent de poids, en fait. Les conclusions semblent écrites pour faire des séries dérivées, donc ça laisse appel à des suites potentielles, et c'est peut-être ça le plus triste, en fait. C'est que justement, en fait... Une série qui n'arrive pas à s'arrêter. Voilà, c'est que la fin d'une histoire est important dans, dans l'histoire humaine, en fait. On a une fin à tout, en fait. Et je trouve que avoir une fin, mettre une conclusion à quelque chose, ça rend quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus grand, en fait. Là, de se dire qu'il y a peut-être des portes ouvertes par la suite, et bah du coup, ça entache totalement la série en elle-même. Du coup, l'arrivée ou le voyage ? Donc Stranger Things pose finalement cette question sans le vouloir, en fait. Donc oui, l'arrivée, ça compte. Une fin ratée peut ternir un souvenir, mais le voyage, lui, reste malgré tout gravé, en fait. Donc en conclusion, la saison 1 et 2 resteront des modèles de narration télévisuelle. Elles continuent d'inspirer et continueront de toucher, ça c'est indéniable. Les saisons suivantes, elles, rappellent une leçon essentielle, savoir quand s'arrêter, c'est aussi important que savoir commencer. Et Stranger Things n'est pas une mauvaise série, c'est une grande série qui a oublié ce qui la rendait grande en fait. Et au bout du voyage, quand on se retourne, on se rend compte que c'est pas l'arrivée dont on se souvient, mais de ses premiers pas sincères, à vélo dans les rues tranquilles d'Hawkins où les mystères sont tapis dans l'ombre, et c'est pour moi ce qui fait que ça reste une très bonne série, mais comme toute série, je pense que nous en tant que spectateurs, il faut savoir s'arrêter également et savoir se dire c'est bon, c'est fini, arrêtez de nous en envoyer quoi. Ouais, t'as complètement raison, et c'est une belle chronique qui pose plein de questions. Et bon, moi j'ai pas d'avis sur la dernière saison parce que je l'ai pas vue. Néanmoins, je trouve, sans parler de Stranger Things, c'est très difficile de finir une série, pardon. C'est totalement difficile. Je pense que c'est même l'exercice le plus difficile, et je pense forcément à Game of Thrones. Et entre le chemin et l'arrivée, je pense que tu as mis la bonne nuance, c'est que le voyage peut être magnifique, la fin décevante. N'en reste pas moins que le voyage reste le voyage. Enfin, j'aurais dit à peu près la même chose, en tout cas en termes d'importance entre le voyage et l'arrivée. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Et mon seul propos est de dire que c'est un des exercices de style les plus difficiles, conclure quelque chose, conclure une série aussi attendue. Voilà, moi, je sais que Game of Thrones, moi, la fin, ça a été, il y a eu beaucoup de déçus. On a tous les deux... j'ai pleuré des larmes de sang, moi. On a tous les deux, je pense, en tête l'une des meilleures fins de série de tous les temps, Battlestar Galactica. Mais je pense que c'est une anomalie de réussir aussi bien ses fins. Et là, visiblement, moi, je ne l'ai pas vu, mais Stranger Things, selon toi, c'est pas mal planté. En fait, le truc, c'est que quand tu regardes une série où tu t'es investi autant de temps, parce que Stranger Things, du coup, c'est 10 ans. C'est 10 ans de vie. Et pendant ces 10 ans, sans le vouloir, t'as quand même théorisé des choses. T'as imaginé des choses, en fait. Et souvent, c'est là que tu t'aperçois que ton imaginaire, on va pas dire est supérieur, mais peut-être plus en adéquation avec ta personnalité. Et ça se ressent beaucoup dans les séries qui ne savent pas où elles vont. C'est-à-dire qui écrit des épisodes au fur et à mesure. Et la plupart de ces séries-là se croûtent. On l'a vu avec Game of Thrones, par exemple. À côté Battlestar Galactica, ils avaient un plan sur 4 saisons. Ils ont tenu leurs 4 saisons. C'est pour ça que la fin est aussi bien. Parce que la fin faisait partie intégrante du plan. Les Silons ont un plan, les showrunners aussi. Donc ça se ressentait. Et t'as certaines séries qui, contre toute attente, arrivent à faire une fin incroyable alors qu'ils écrivaient les saisons au fur et à mesure. Je pense à Supernatural, qui a une fin qui est excellente au bout de 15 ans. Pourtant, la série a eu des hauts et des bas, vraiment, mais qui arrive quand même à te sortir une conclusion satisfaisante. Donc, c'est un peu le problème, en fait, c'est qu'on va se retrouver toujours challengé entre ce qu'on voudrait avoir, nous, dans la série, et ce que nous proposent les créateurs de la série. C'est pour ça que c'est aussi difficile, une fin de saison. En soi, l'épilogue, sans spoiler, l'épilogue de Stranger Things n'est pas nul, loin de là. Le dernier épisode a quand même remonté beaucoup cette dernière saison dans mon estime, parce que la dernière saison est très difficile, mais le dernier épisode reste malgré tout bien. Après, j'ai vraiment eu la sensation qu'ils ont rushé le dernier épisode. C'est dommage. Ça aurait mérité peut-être un épisode de plus. Et c'est vrai que sur Internet, t'avais une rumeur comme quoi un épisode 9 allait débouler. Ouais. C'est ça, parce que beaucoup de gens attendent une suite, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de portes ouvertes, et ça, c'est dommage, en fait, parce que la série s'est arrêtée sur un tu vois, alors qu'ils auraient pu faire un dernier bouquet final. Merci beaucoup, mon cher Kira, pour clôturer cette émission de reprise en 2026. Je te laisse le mot de la fin. Nous n'avons pas le temps pour les big up, mais nous le ferons la prochaine fois. Merci à tous pour votre soutien. Merci pour tous vos messages de bonne année, de nouvel an, de choses comme ça. Je vous souhaite également à tous, encore une fois, je réitère mes vœux de bonne année.
Allez voir des films au cinéma, c'est important. Il y a toujours Avatar, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Il y a le nouveau, 28 ans plus tard, qui arrive la semaine prochaine, et j'y serai Day One. Ma fille me tanne tous les jours pour y aller, donc j'y serai la semaine prochaine Day One, et je pense peut-être vous faire une chronique également. Lisez des livres, jouez à des jeux vidéo, bien sûr, écoutez de la musique, en tout cas kiffez, c'est ce qu'il y a de plus important. Ciao. Ciao.